Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un terrible incendie. Quand un corps est couché sur le dos, on se pose des questions, et c'était le cas ici. Une maison qui cache un secret. Un mystère, un triangle amoureux. Il pensait que le monde lui appartenait. Scott avait la belle vie. Il avait un travail, de l'argent et un père célèbre. Une justice qui se dérobe dans un monde de privilégiés. Les gens ne revenaient pas qu'il ne soit pas puni pour son crime. Deux jeunes nantis issus de familles influentes déchirés par une rivalité fatale. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Un mardi soir vers 21 h, les pompiers luttent contre un incendie à Buckhead, le quartier huppé d'Atlanta. Mais ce n'est pas un incendie comme les autres. Les flammes montaient 15-20 mètres au-dessus du toit, sans exagérer. C'était un véritable brasier. Les experts ont calculé que le feu était monté à plus de 980 degrés. Les pompiers pensent avoir affaire à un incendie criminel et préviennent la police. Quand on est arrivé sur les lieux, il y avait des pompiers partout. On ne pouvait pas approcher la maison. Plus étrange encore, le propriétaire de la maison, David Coffin Jr., un riche héritier de 41 ans, est introuvable. Tandis que les pompiers font tout pour contenir l'incendie, la petite amie de David Coffin, Megan Lee, est alertée par un ami et se précipite sur les lieux. On appelait tout le monde à la recherche de David. On demandait à ses amis s'ils savaient où il était passé. Mais ce soir-là, un phénomène étrange se produit. Alors que la maison de David Coffin brûle toujours, un autre incendie se déclare à 1 km de là, chez un autre millionnaire, Scott Davis. La police n'y comprenait plus rien. Ils ont quitté une maison en flammes pour en trouver une autre. Les pompiers arrivent rapidement à bout du deuxième feu, mais ils font une macabre découverte à l'arrière de la première maison incendiée. Ils ont traversé la cuisine et un pompier a marché sur le corps de David Coffin Jr. D'après le corps, cela ne fait aucun doute, c'est une affaire pour la brigade criminelle. En général, quand on trouve un corps dans un incendie, il a le visage tourné vers le sol. Les victimes rampent pour échapper aux flammes. Quand le corps est sur le dos, on se méfie, et c'était le cas ici. Un pompier est venu me voir et m'a demandé si j'étais une proche de la victime. Je ne comprenais pas. Comment ça, la victime? Il m'a dit qu'il venait de trouver un corps dans la cuisine. Elle était anéantie, elle ne tenait plus debout. Ses amis qui l'accompagnaient devaient la soutenir pour qu'elle ne tombe pas. Je me sentais complètement submergée. J'ai réagi très violemment. Mais je n'arrivais pas à prendre conscience de la situation. Ça me paraissait impossible. Le quartier de Buckhead est très prisé par les riches familles d'Atlanta, toutes générations confondues. Pourtant, un assassin pyromane semble avoir jeté son dévolu sur ses propriétés cossues. Tout le quartier est en alerte. Les enquêteurs interrogent Scott Davis, la victime du second incendie, qui leur parle d'une étrange histoire d'homme masqué. 5 heures avant que sa maison ne soit incendiée, Scott aurait été agressé. Quelqu'un a surgi dans son garage et s'est jeté sur lui. Il avait une bombe lacrymogène et un pistolet.
Scott explique que son agresseur est devenu fou en voyant qu'il n'arrivait pas à démarrer la voiture. Monsieur Davis s'est ensuite aperçu qu'il lui manquait un bidon d'essence, des vêtements et des outils. Scott Davis pense que l'agression est terminée. Mais alors que les pompiers se précipitent chez David Coffin pour éteindre l'incendie, l'agresseur revient. L'homme masqué est revenu chez Scott, cette fois-ci armé d'un pistolet. Il a tiré sur Scott Davis et mis le feu à sa maison. Il dit que l'homme lui a tiré dessus et qu'il a répliqué avec son fusil. La police parcourt les rues de Buckhead pour tenter de retrouver la piste du suspect. Nous avons interrogé la voisine de Scott Davis ce soir-là. Elle avait bien entendu le coup de fusil, mais pas celui du pistolet. Personne d'autre n'a vu l'agresseur. Il a disparu sans laisser de traces. Au poste de police, Megan fait part aux enquêteurs d'un événement étrange survenu quelques jours avant l'incendie. La maison de David Coffin avait été cambriolée. On lui avait volé des armes, des ordinateurs, une montre ancienne. Ça ressemblait plus à du vandalisme qu'à un cambriolage. Ils avaient laissé un ampli de grandes marques, des armes, des montres. Beaucoup de choses faciles à prendre s'il s'était agi d'un cambriolage. Lorsque les agents interrogent Megan au sujet du second incendie, ils sont sous le choc. Scott Davis, propriétaire de la seconde maison, n'est autre que son ex-mari. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais je pense que l'agresseur de M. Davis a aussi agressé et tué David Coffin. Il semblerait qu'avoir une liaison avec Megan Lee ne soit pas très recommandé. Mais il faut voir au-delà des apparences. Le quartier le plus prestigieux d'Atlanta cache un terrible secret. Dans la même soirée, au cœur de Buckhead, l'ex-mari de Megan Lee est agressé et son petit ami assassiné. Tandis que les enquêteurs recherchent un homme répondant au profil de l'agresseur dans l'entourage de Megan, ils s'intéressent de plus près à cette femme. Je comprends que David ait été attiré par Megan. Elle est élégante, agréable. Grâce à un solide alibi, elle est écartée de la liste des suspects. Mais les hommes chargés du dossier restent persuadés qu'elle est la clé de cette enquête. Megan rencontre Scott lorsqu'elle est étudiante à l'Université de Géorgie. Il est en train d'y terminer ses études. Le père de Scott était un célèbre psychiatre médico-légal. Il avait tout pour lui. Il a grandi dans le luxe. Il a fait ses études dans une école privée hors de prix. Il est allé à l'Université de Caroline du Nord, puis à celle de Géorgie pour son MBA. Scott avait tout ce qu'il voulait, quand il voulait. Je pense qu'il avait le sentiment que tout lui était dû. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est Megan. Il pensait que le monde lui appartenait. Et il était d'un caractère très opiniâtre. Ça le rendait plutôt séduisant. La belle ingénue est la star du campus. Voilà un couple fait pour durer, du moins en apparence. Après leurs études, Megan et Scott se marient et achètent une magnifique propriété à Buckhead. Elle trouve un emploi dans le marketing, tandis qu'il travaille chez Arthur Andersen, un célèbre cabinet d'expertise comptable, et rêve de se lancer en politique.
il semble nager en plein bonheur. Il avait une belle femme. Il vivait dans les beaux quartiers d'Atlanta. Il avait un travail, de l'argent et un père célèbre. Scott avait la belle vie. Mais le conte de fées ne dure qu'un temps. Juste après notre mariage, les choses ont complètement changé. Ça s'est fait comme ça. Il avait gagné. Il avait obtenu ce qu'il voulait depuis toutes ces années. Une fois qu'il m'avait eu, je ne l'intéressais plus. Plus du tout. 2 ans plus tard, Megan le quitte et demande le divorce. Elle tombe alors amoureuse d'un autre homme, David Coffin. Il était trop beau. C'était un bel homme, à tout point de vue. On avait beaucoup de points communs et c'était très agréable d'être avec quelqu'un comme lui après avoir été si longtemps en mauvaise compagnie. David Coffin est un jeune bourgeois du Connecticut, héritier de la corporation Dexter, la plus ancienne entreprise cotée à la bourse new-yorkaise. Mais au lieu de vivre sur la fortune familiale, David se rend à Atlanta pour voler de ses propres ailes. David voulait construire quelque chose, créer ou éventuellement racheter une petite entreprise pour la développer. David Coffin investit dans plusieurs startups dans le domaine de l'environnement. Toutefois, le riche célibataire ne néglige pas son temps libre. David venait d'un milieu privilégié et avait de quoi s'offrir toutes sortes de loisirs. Il aimait les belles voitures, la chasse, skier dans les Alpes. Il aimait les loisirs en extérieur, le ski, le biathlon, bricoler les voitures, courir les filles. C'était le jeune homme séduisant par excellence. On s'amusait bien ensemble. Il fait de nombreuses conquêtes. Mais Megan n'est pas comme les autres. Je crois que Megan lui plaisait beaucoup. Elle était jolie, intelligente, intéressante. Il savait qu'il pouvait partager beaucoup de choses avec elle. Mais apparemment, quelqu'un n'accepte pas cette relation. À mesure que Megan se remémore les jours qui ont précédé l'incendie, tous les soupçons se portent vers son ex-mari. D'après Megan, sa nouvelle relation avec David a mis Scott hors de lui. Scott Davis se considérait comme un privilégié, mais son ex-femme s'est mise à voir un homme qui avait beaucoup plus d'argent que lui. Il l'appelait sans arrêt. Il voulait qu'elle revienne. Il rabaissait tout le temps David en me disant « Tu sais, il collectionne les conquêtes. Tu ne devrais pas fréquenter un mec pareil. » Megan déclare qu'il la harcelait. Des enregistrements en témoignent. Megan, please pick up the phone. Look, I don't want to argue, I don't want to fight. Just please pick up the phone. Megan, please pick up the phone. Please pick up the phone. I need to talk to you now. Come on, I'm not trying to be mean. I just want to talk to you. Megan, please pick up the phone. Megan, I love you. I just want to talk to you. Please pick up the phone. You're killing me. D'après Megan, les appels de Scott se multiplient le samedi qui précède la mort de David. C'était devenu absurde. Il a appelé 40 ou 50 fois ce soir-là. Ses messages disaient « Je sais que David est avec toi. Pourquoi tu me fais ça? Tu veux me tuer ?» Ce soir-là, David passe la nuit chez Megan. Le lendemain matin, vers 11 h, David est rentré chez lui, à Buckhead, et il a trouvé sa maison sans dessus-dessous. La police convoque Scott pour l'interroger. Il a donné une toute autre version de sa relation avec Megan. Il nous a dit qu'ils allaient divorcer, que tout se passait bien pour lui, qu'il était en train de refaire sa vie.
I definitely still love Megan, but I'm also going out on dates and doing my own thing too. So I'm just trying to kind of move forward with my life and let her kind of do what she needs to do. Mais l'enquêteur n'y croit pas et interroge Scott sur la relation entre Megan et David Coffin. Je lui ai parlé plus franchement de ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là qu'il a dit « Je ne lui ai pas tiré dessus ». Rick Chambers est consterné. Si je ne sais pas de quoi il est mort, comment vous savez qu'on lui a tiré dessus? On a dû me le dire. C'est impossible, personne ne le sait. Am I being arrested here? Arrested? I mean, when I came in here, I didn't think I was, being a suspect. I was coming in to report being victimized. Oh, you want to take a lie detector test? I'll have to ask my attorney about that one. Sorry. The right thing to do is say, yeah, I'll take your lie detector test. I'll take any chance you want it. That's the right thing to do. I want an attorney. Il est devenu nerveux et il a demandé à voir son avocat. Les inspecteurs retournent sur les lieux de l'incendie chez David Coffin. Comme ils s'y attendaient, ils apprennent par les experts que la victime a été tuée par balle. On découvre un 9 mm dans les décombres carbonisés. L'arme était abîmée. On ne pouvait pas faire d'analyse balistique. Mais le numéro de série correspond à celui de l'arme volée chez David Coffin au moment du cambriolage. Le détective Chambers est désormais persuadé que Scott Davis l'a assassiné. Mais il a besoin de preuves. Je ne voulais pas qu'il me file entre les doigts. Il fallait que je le coince. Le dossier commence à prendre forme, mais les proches de Scott Davis ont du mal à accepter les faits. Imaginez que cet homme que j'avais aimé, que j'avais épousé, ait pu faire une chose pareille. C'était inconcevable. J'ai cherché par tous les moyens une autre explication plausible. On connaît l'histoire par cœur. Un jeune homme fortuné, issu d'une famille influente, a des ennuis. Et la notion de justice pour tous disparaît. À cette étape de l'enquête, les policiers croient sans doute tenir le coupable. Pourtant, ils sont loin d'imaginer la tournure que l'affaire va prendre. Les enquêteurs sont persuadés que Scott Davis a tué David Coffin. Mais il manque cruellement de preuves. 3 jours après l'incendie, ils analysent la liste des appels de la victime et font une découverte étonnante. Au moment du cambriolage du domicile de M. Coffin, quelqu'un qui se trouvait dans la maison a appelé chez Scott Davis. David n'était pas chez lui. Il était chez Megan. C'est difficile de savoir qui a téléphoné. Mais comme l'appel a duré moins d'1 minute et que personne n'a répondu, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un signal pour que quelqu'un vienne chercher Scott chez David. Les enquêteurs pensent que Scott Davis avait un complice, mais son identité leur échappe. À mesure que les recherches progressent, ils décèlent de nouvelles incohérences. Lors du premier interrogatoire, Scott nous a dit qu'il était allé travailler le lundi. Nous avons vérifié auprès de son employeur et ce jour-là, il avait appelé pour prévenir qu'il était malade. Scott explique à la police qu'il a quitté son bureau mardi le jour de l'incendie pour emmener sa voiture chez le garagiste. Nous sommes allés voir le garagiste qui s'est occupé de la révision. Et il nous a dit qu'il avait vu des taches rouges ou marron sur la moquette de la voiture. Pour lui, ça ressemblait à de la sauce tomate. Scott s'est mis à perdre pied rapidement. Il s'est mis à faire des choses très étranges. Il est allé jusqu'à demander à certaines personnes de mentir pour lui. Se sentant pris au piège, Scott demande à un voisin de mentir à la police en affirmant l'avoir vu à la salle de sport avant l'incendie. Le voisin ne voulait pas. Mais comme il avait besoin de son témoignage, il lui a fait peur. Dans un courrier adressé à un ami, il lui demandait de mentir à la police d'Atlanta pour qu'il puisse expliquer la présence d'essence dans sa voiture.
Personne ne lui a jamais rien refusé. Personne. Et il pensait pouvoir tout maîtriser. Les enquêteurs s'aperçoivent que Megan n'est pas la seule à trouver qu'il a un comportement étrange. Quelques jours avant l'homicide, il se fait remarquer lors d'une soirée où il arrive tout de noir vêtu et au cours de laquelle il se comporte de manière étonnante. Scott n'a pas quitté sa veste ni ses gants de la soirée. Il s'est mis à trancher violemment des fruits et du fromage en proférant des menaces. Ces gens savaient qu'il traversait des moments difficiles avec Megan. C'était une soirée très étrange. Les gens plaisantaient avec lui en disant « Et alors, tu vas tous nous tuer ?» Tout le monde se demande alors si ce comportement étrange aurait dû les alerter sur ses pulsions criminelles. 3 jours après l'incendie, un élément vient accélérer l'enquête. On retrouve la voiture de David Coffin, disparue depuis sa mort. La voiture a été retrouvée incendiée à Atlanta, au nord de Buckhead. Dans la voiture, ils ont trouvé un bidon d'essence et un autre fusil volé pendant le cambriolage. Les enquêteurs montrent à Megan une photo du bidon d'essence. Et l'étau se resserre autour de son ancien époux. Megan a reconnu le bidon d'essence qu'il y avait chez Scott. Il se trouvait dans un sac des Jeux Olympiques. Ils en avaient beaucoup parce que Scott avait participé à l'organisation des Jeux de 1996. Scott Davis est arrêté et accusé de meurtre, d'incendie criminel, de vol de voiture et de 3 cambriolages. La ville est en émoi. Lorsque Scott Davis a été arrêté, Buckhead était sous le choc. C'est un enfant du quartier. Les gens ne revenaient pas de le voir traité comme un vulgaire criminel. S'il s'était agi de Monsieur Tout-le-Monde, on se serait sans doute empressé de préparer sa cellule. Mais toutes les règles ne s'appliquent pas à Scott Davis. Il s'apprête à vivre un procès pour homicide unique en son genre. Tous les ingrédients étaient là. L'argent, le pouvoir, la jalousie et le feu. Même des scénaristes d'Hollywood n'auraient pas fait mieux. Et comme dans tous les bons films, le scénario est riche en rebondissements. 1 mois après l'arrestation de Scott Davis, un nouveau procureur est nommé dans le comté de Fulton, Paul Howard. Celui-ci exprime son inquiétude quant aux preuves contenues dans le dossier. Toutefois, on soupçonne la famille de la victime de faire jouer ses relations et d'influencer le procureur. Le docteur Davis est un éminent psychiatre souvent appelé à la barre pour témoigner en tant qu'expert dans les procès d'homicide. Malgré la pression populaire, Paul Howard conclut qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour aller jusqu'au procès. Nous avons décidé à ce moment-là de ne pas le poursuivre. Pourquoi ne pas faire ce procès? Ils avaient des preuves, le mobile et l'arme du crime. Scott Davis est relâché après avoir réglé une caution de 500 000 $. Plus d'1 an s'écoule et le procureur met fin aux charges retenues contre lui. Je sentais qu'il était coupable. Mais il y a une grosse différence entre ce que l'on sent et ce que l'on peut prouver au tribunal. Je pense qu'ils ont eu peur des avocats de Scott. Le père de Scott avait fait appel aux meilleurs avocats du Sud-Est, voire du pays, pour assurer la défense de son fils. Ce qui m'ennuyait, c'est que Paul Howard est procureur et que Dave Davis est expert psychiatre auprès du tribunal d'Atlanta. Ils travaillent ensemble. J'ai commencé à me poser des questions. Les gens ne revenaient pas qu'il ne soit pas puni pour son crime. Tandis que l'entourage du jeune homme d'Atlanta fait jouer ses relations, le père de David Coffin répond à l'offensive en espèces sonnantes et trébuchantes. Il offre une récompense de 200 000 $ à quiconque lui apportera une preuve permettant d'obtenir une inculpation. Le combat s'annonce sans merci.
Malgré les preuves contenues dans le dossier, Scott Davis, suspecté de meurtre, est libéré suite au retrait des charges retenues contre lui par le procureur. Comme c'est souvent le cas lorsqu'on relâche un coupable évident, des rumeurs se sont répandues. Le père de Scott avait de nombreuses relations dans la police, la brigade criminelle, au tribunal. Tout le monde avait déjà eu affaire au docteur Davis, y compris Paul Howard. Et en plus, c'était un des plus éminents spécialistes en psychiatrie criminelle. Comble de l'ironie. Une fois Scott Davis remis en liberté, Megan Lee finalise son divorce et part s'installer à l'autre bout du monde, en Australie. Elle se remarie et refait sa vie. La frontière est très mince entre l'amour et la haine. Je suis tout à fait consciente que dans la plupart des homicides de ce genre, c'est la femme qui est tuée. Je ne l'ai jamais oublié. Les années passent et Scott quitte lui aussi Atlanta. Il s'installe dans la baie de San Francisco. Il ne pouvait pas rester à Atlanta, parce que tous les gens qu'il connaissait ou qui connaissaient ses parents, au niveau professionnel ou personnel, tout le monde regardait Scott en se demandant si c'était un meurtrier. Dans le même temps, la famille de David Coffin poursuit sa quête de justice. Mon père ne lâchait pas le morceau. Il augmente la récompense à 300 000 $. On a déjà vu des affaires élucidées pour 1 000 ou 2 000 $ de récompense. Mais là, c'était incomparable. Peu après l'annonce de la récompense, un détective privé du nom de James Dawes a contacté le procureur parce qu'il avait des informations sur l'affaire Scott Davis. James Dawes prétend avoir été embauché par Scott la semaine précédant le meurtre. Scott Davis a dit à James Dawes que David Coffin couchait avec sa femme et qu'il voulait des photos ou des documents compromettants sur la relation de Megan et David. James Dawes propose de surveiller David Coffin pendant le week-end. Scott Davis a répondu au détective que c'était inutile parce qu'il allait surveiller la maison de David lui-même. Ce soir-là, David passe la nuit chez Megan. Les inspecteurs soupçonnent Scott de les avoir observés toute la soirée. Megan nous a dit qu'ils avaient passé la soirée à se faire des câlins, comme elle dit. J'imagine que pour Scott, c'en était trop. C'était insupportable pour lui d'assister à tout ça. Et il a craqué. C'est à ce moment-là qu'il a échafaudé un plan pour commettre le crime. Il a avoué à James Dawes qu'il harcelait la victime. Il espionnait sa maison, il fouillait chez lui. Le dossier de Scott Davis s'épaissit. Mais la situation est loin de faire peur au ténor du barreau qui assure sa défense, Bruce Morris. Bruce Morris est un avocat très respecté, très aimable, osé, mais il est tenace, obstiné. Il ne lâche rien. Les avocats de Scott Davis ont menacé de poursuivre James Dawes en justice s'il livrait ses informations au procureur. Le combat juridique dure un peu plus de 2 ans. Les juges finissent par écouter le témoignage de James Dawes, mais une fois de plus, le procureur refuse la mise en examen. Si on vous épargne une mise en examen pour homicide alors que tous les éléments vous accusent, que faites-vous une fois que les choses se sont tassées? Vous lancez votre carrière politique, bien sûr. En 2003, il y a eu des élections de rappel mémorables en Californie. Une quantité de gens incroyables s'était présentée. Il y avait plus de 100 candidats, y compris une star de cinéma. Imaginez, Arnold Schwarzenegger candidat, c'était de la folie. Scott Davis se présente lui aussi aux élections. Je me suis dit qu'on allait vraiment de surprise en surprise avec cette affaire. Nous étions sidérés. Lorsque l'affaire Coffin se répand dans les journaux, le candidat se retire rapidement de la course. La campagne express de Scott Davis se concentre avant tout sur le don d'organes, une cause surprenante pour un homme suspecté de meurtre.
Mais l'arrogance sans borne de Scott est sur le point de lui faire du tort. Une nouvelle procureure est bien décidée à le coincer. Et croyez-moi, elle est prête à tout. 8 ans après le meurtre de David Coffin, le procureur crée une nouvelle unité chargée des dossiers non résolus et demande à la substitut du procureur Sheila Ross de diriger l'équipe. Le premier dossier que Paul Howard m'a confié était l'homicide de David Coffin. Il a dit que ce dossier devait être étudié et élucidé. Sheila Ross reprend les anciennes preuves. Tous les témoins que nous avons contactés se sentaient frustrés par cette affaire. Je lui ai dit, je ferai tout ce qu'il faut. Mais si c'est pour nous décevoir, moi, les Coffin et tous les autres, comme le bureau du procureur l'a déjà fait en nous laissant tomber, alors ne comptez pas sur moi. Je n'avais aucun doute sur le fait que Scott Davis avait tué David Coffin. Scott a tué son adversaire en espérant qu'une fois qu'il l'aurait rayé de la carte, Megan reviendrait vers lui. Il ne l'a pas tué pour le plaisir, il voulait récupérer Megan. La ténacité de Sheila Ross se révèle payante. Elle est arrivée et nous a tous embarqués avec elle. On y croyait. Ensemble, on allait pouvoir le coincer. C'était la première à réellement prendre le dossier en main. C'est une affaire délicate, où tous les détails ont leur importance. Et si on ne relie pas tous les éléments dans l'ordre, tout s'écroule. L'enquête reprend et dure près d'1 an. Les nouvelles preuves récoltées sont minimes. Pourtant, Sheila Ross ne baisse pas les bras. On s'est dit que 2005 serait le meilleur moment pour le faire. Et que si on voulait aller jusqu'au bout, c'était maintenant ou jamais. Elle a vu mon père et lui a dit « On y va. Je ne sais pas si on va gagner ce procès, mais il faut le faire. » 9 ans après les faits, la police arrête Scott Davis et l'inculpe pour meurtre. Après son extradition vers Atlanta, Scott s'acquitte d'une caution d'1 million de dollars et sort de prison. La famille de Scott a gagné ce combat pendant des années. Ils avaient les moyens de le sortir de prison et les appuis pour tenir le cabinet du procureur à l'écart. Mais la famille de David a fini par trouver les arguments et influencer l'opinion publique pour que l'affaire puisse avancer. C'était un combat impressionnant entre deux familles. Alors que nous pensions avoir atteint le summum de l'étrange, plus de 40 preuves, y compris l'arme du crime, disparaissent des locaux de la police. C'est moche. Quand une enquête pour meurtre est en cours et qu'on égare des preuves, surtout quand on sait que le coupable est toujours en liberté en train de se tourner les pouces, c'est très gênant. Les avocats de Scott Davis demandent alors l'annulation de la mise en examen. Nous avons expliqué à la Cour et aux médias que la perte des preuves nous mettait dans l'impasse et jouait bien entendu en sa faveur. Le juge rejette la requête de dessaisissement et ordonne l'ouverture du procès. En premier lieu, l'accusation doit réussir à convaincre Megan Lee de surmonter sa peur et de témoigner. Je sentais qu'il fallait que je le fasse pour la famille Coffin. Je devais le faire pour eux. En quelque sorte, David est mort parce qu'il a choisi de sortir avec moi. Le procès de Scott Davis est un événement incontournable à Atlanta. Megan Lee est prêt à aller à la barre et la défense fait témoigner un expert qui va surprendre tout le monde. Il aura fallu 10 ans pour que cette histoire se termine enfin. Le 28 octobre 2006, Scott Davis entre dans une salle d'audience pleine à craquer où il sera jugé pour meurtre. Tout y était. La fortune, le charme, le pouvoir et le meurtre. On jouait sur l'influence et l'argent du côté de la victime et sur le pouvoir et le prestige du côté de la famille du suspect. Il y avait un triangle amoureux, un incendie spectaculaire
Une enquête, et pendant toutes ces années, l'accusation n'a jamais renoncé. La défense s'organise autour d'un groupe d'avocats mené par Bruce Morris, un des meilleurs dans le sud-est du pays. Nous nous sommes préparés pour ce procès comme pour une guerre. Nous savions que nous avions affaire à des avocats médiatisés, puissants, très coûteux et expérimentés qui feraient tout pour faire acquitter leurs clients. Sheila Ross commence sa plaidoirie en appelant Megan Lee à la barre. C'était notre Hélène de Troie. Après 3 jours épuisants, Megan se présente au tribunal et parle de son mariage raté et de l'obsession de Scott au sujet de son nouveau compagnon. J'avais du mal à respirer. J'étais très angoissée. C'était terrifiant de me trouver dans la même pièce que Scott et sa famille. Elle a été très courageuse. C'était une véritable épreuve pour elle. L'accusation pense que Scott est entré chez David Coffin par effraction quelques jours avant le meurtre dans le but de l'intimider. C'était une manière de lui dire « Tu vois de quoi je suis capable, alors tiens-toi à l'écart de ma femme. » Mais apparemment, David Coffin ne le prend pas au sérieux. La procureure explique ensuite que Scott est revenu chez David le lundi soir avec une des armes qu'il lui avait volées. Il va chez lui, il frappe à la porte. David ouvre et Scott le menace avec une arme. Ne t'approche pas de Megan. C'est la dernière fois que je te le dis. Sinon, je reviens et je te fais la peau. J'ai du mal à croire que Scott Davis ait prémédité son geste. Ça me paraît dingue. Le ton a dû monter, ils se sont peut-être battus, et quand on est armé, ça peut vite mal tourner. D'après les enquêteurs, Scott est retourné la nuit suivante sur les lieux du crime pour mettre le feu à toutes les preuves. Il sait qu'il y a des preuves matérielles et qu'il doit les éliminer. Donc, il retourne incendier la maison le mardi soir. Alors que les jeux sont presque faits, la défense surprend la cour en appelant un témoin surprise, le docteur Dave Davis, le père de Scott. À la stupeur générale, il fournit un alibi à son fils. I remember I was watching the news and he talked to his mother while I was watching the news. He stayed about 30 or 40 minutes and then he left. C'est la première fois que le docteur Davis fait une telle déclaration. Le docteur Davis a dit sous serment que son fils avait regardé les informations avec eux le soir du cambriolage. C'est seulement le jour du procès qu'il choisit d'apporter la preuve que son fils n'a pas pu commettre ce crime. C'est fascinant et assez ironique que le docteur Davis, éminent psychiatre de la cour, ait dû témoigner à la barre pour défendre son fils en lui servant un alibi monté de toutes pièces. Après 6 semaines de procès et l'audition de plus de 60 témoins, le procès prend fin. Scott Davis ne prendra jamais la parole. En témoignant, il aurait dû revenir sur cette histoire abracadabrante d'agression le soir de la mort de David Coffin. Un homme masqué l'aurait aspergé de gaz. Et il aurait dû expliquer tout ça. Pendant 4 jours, le jury délibère, non sans difficulté. Le dossier manquait de preuves matérielles. Tout était carbonisé. J'avais l'impression que ce tribunal ne le déclarerait jamais coupable. Mais le jury rend enfin son verdict. We, the jury, find Scott Davis guilty. Je me suis tournée vers le père de David Coffin. Je lui ai fait un signe de la tête. Sa persévérance et la confiance qu'il nous avait accordée avaient fini par payer. J'ai éclaté en sanglots. J'ai pris mon mari dans les bras. Je me disais, je n'ai plus besoin d'avoir peur. J'étais submergée par un profond soulagement.
C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'avais eu peur pendant 10 ans. Il fallait que j'évacue tout ça. I feel nothing but empathy for the Coffin family and their loss. However, I've maintained my innocence throughout this, and I still maintain my innocence. Pour la famille Coffin, il aura fallu 10 ans de combat pour que justice soit faite. Toute la rancœur s'est brusquement envolée. On avait eu ce qu'on voulait. On pouvait rentrer. Scott Davis est condamné à la réclusion à perpétuité. En 2020, après 14 ans de détention, il pourra demander la mise en liberté conditionnelle. Il aura 55 ans. Ce n'était pas une histoire d'amour. Scott ne m'aimait pas. Parce que, quand il m'avait près de lui, il m'ignorait totalement. C'était une histoire de pouvoir, une histoire de possession. Il voulait gagner. C'est tout ce qui l'intéressait. L'argent ne devait pas compter. Mais je ne suis pas mécontent que la famille Davis ait dépensé une fortune pour défendre Scott. Ils y ont laissé presque tout. Et Scott n'a rien fait pour les en empêcher. Et voilà, tout ça pour ça. Scott Davis est l'exemple même de l'enfant gâté qui a mal tourné. Il aurait pu passer de longues années à siroter du gin tonic au country club de Buckhead. Mais au lieu de ça, il fabrique des plaques d'immatriculation à la prison de Phillips State. C'était Dominic Dunn. Merci de nous avoir suivis.